CPAM, 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Une équipe de professionnels et de passionnés de la radio vous apporte le monde entier chez vous. Information, éducation, récréation. CJWI plus près de vous. Depuis Montréal, radiounion.com, la voix des communautés culturelles au Québec. CPAM. Maison AM. Exactement 17h03. Nous avons avec nous en ligne Céline Fury, qui est coordonnatrice humanitaire à Oxfam Québec. Bon après-midi, Madame Fury. Bon après-midi. Ça va bien, Madame Fury? Ça va plutôt bien, merci. Oui, dans les circonstances. Oui. Alors, plusieurs organismes humanitaires se sont entendus pour faire une conférence de presse et de préférence à Ottawa pour demander que le Canada fasse un pays responsable de lui et réclame un cessez-le-feu. Est-ce que vous êtes sûr que la voix de ces organisations humanitaires-là a été entendue par Ottawa? Écoutez, je ne peux pas le garantir, mais nous avons bon espoir parce que ça n'arrive pas si souvent que ça qu'une dizaine d'organisations humanitaires, les principales au Canada, prennent la voix à travers leurs directeurs et directrices ensemble pour interpeller le gouvernement avec une même demande, qui est donc effectivement demander d'urgence un cessez-le-feu pour cesser la perte de vie humaine. On en est à environ 10 000 personnes à Gaza, en Israël et en Cisjordanie. Et on demande aussi que l'aide humanitaire puisse entrer sans entrave dans la bande de Gaza et que les civils et le personnel humanitaire soient protégés. Donc c'est une demande forte qui vient de plusieurs d'entre nous. Et oui, nous espérons que ça contribuera à faire bouger la position actuelle du gouvernement canadien. C'est vrai que ces organisations-là, humanitaires, Oxfam, Médecins sans frontières, ont quand même une expérience des zones de guerre. Mais est-ce que cette expérience est différente des autres zones de guerre? Alors, effectivement, nous sommes présents dans de nombreuses crises humanitaires à travers la planète. Vous venez de citer Médecins sans frontières. Oui, ils le sont. Ils ne faisaient pas partie de la conférence de presse ce matin. C'était plutôt Médecins du Monde. Mais la différence, je dirais, avec cette situation-ci, c'est que nous sommes très limités dans notre capacité de fournir de l'aide d'urgence à 2 millions d'habitants qui en ont besoin. Alors, nous le faisons. Nous avons des partenaires locaux. Il y avait des stocks à Gaza. Nous faisons une aide en partie virtuelle. Mais le nombre de camions d'aide qui peuvent entrer dans la bande de Gaza depuis le 21 octobre est tout de même limité, est à peu près 10 fois inférieur au minimum à ce qu'il faudrait pour répondre aux besoins en eau, en nourriture, en médicaments. Et ça, c'est extrêmement frustrant de ne pas pouvoir acheminer l'aide suffisamment et à tous ceux qui en ont besoin, parce que notamment les bombes tombent encore et parce que voilà, un cessez-le-feu n'a pas garanti une stabilité et ne permet pas aussi au nombre suffisant de camions d'entrée. Donc ça, c'est ce qui distingue, je dirais, cette situation-ci d'autres situations graves également, où il y a des conflits, où il y a des pertes de vie, où il y a des besoins vitaux, mais où nous pouvons au moins plus rapidement évaluer les besoins et livrer l'aide à tous ceux qui en ont besoin urgemment. Je n'ai aucune difficulté à croire que le défi pour ces organisations humanitaires, c'est de jouer leur rôle tout en restant apolitique d'une certaine manière.
car il faut bien comprendre ce que font les deux belligérants, pourquoi ils le font. Et quand on prend position, par exemple, pour demander un cessez-le-feu, on sait que si ça favorise, si ça soulage un peu la misère, la souffrance dans Gaza, ben ça risque aussi d'avantager, entre guillemets, le Hamas. Vous savez, nous, on considère que le cessez-le-feu est absolument nécessaire. C'est la seule façon d'acheminer de l'aide humanitaire. Nous ne le demandons pas pour des raisons politiques. Nous voyons avec l'étendue de la destruction à Gaza, donc à peu près la moitié du territoire est inhabitable, plus de la moitié des logements ont été détruits, on ne peut pas, en une pause de quelques jours, arriver ne serait-ce qu'à acheminer l'aide partout où elle est requise. En ce moment, les quelques camions qui entrent vont seulement dans le sud. Le siège est toujours total sur Gaza, ce qui veut dire que même les services essentiels comme l'eau, l'électricité, le carburant ne sont pas accessibles. Et alors, il faut du carburant pour dessaler l'eau, pour traiter les eaux usées et pour livrer l'aide humanitaire. Et ce retour des services-là et l'acheminement de l'aide demandent une pause permanente dans la violence. Et ce n'est pas dans le but d'avantager une partie ou une autre. C'est simplement dans le but de pouvoir sauver des vies de populations innocentes qui ne devraient pas avoir à faire les frais de l'escalade. Maintenant, ces organisations-là sont vraiment des spectateurs, malgré elles, d'horreur tous les jours. Quand est-ce qu'il y a cette ligne rouge qu'une organisation ou qu'un gouvernement ou qu'une armée va franchir pour dire que là, nous sommes en plein dans un crime de guerre et même peut-être crime contre l'humanité? Alors, écoutez, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on peut voir en cours actuellement, on sait que le droit international humanitaire est violé. Il l'était même déjà avant l'escalade qui a commencé le 7 octobre. Beaucoup d'États, le Comité international de la Croix-Rouge, l'Union européenne, les Nations unies considéraient déjà que le blocus de presque 17 ans sur Gaza revenait à une punition collective, donc à punir une population entière pour les méfaits d'un groupe armé, ce qui ne respectait pas le droit international humanitaire. Il y a d'autres exemples aussi. Maintenant, pour imputer une responsabilité criminelle à une personne, ça prend des enquêtes. Alors, il faut prendre le temps, d'enquêter, de voir exactement aussi quelles étaient les intentions de la personne responsable, etc. Ça ne peut pas se faire juste comme ça, en voyant la violence, en voyant les personnes qui meurent. Et il faut donc des organes indépendants qui mènent ces enquêtes. Mais évidemment qu'en voyant l'étendue des dégâts, le nombre de vies civiles fauchées quotidiennement, l'aide aussi dont l'accès est vraiment empêché aux personnes qui sont malades, qui sont déshydratées, qui doivent accoucher, qui sont malnutries, etc., on peut évidemment présumer qu'il y a un risque de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Mais il faudra des enquêtes approfondies pour le confirmer. Maintenant, ce n'est pas la première fois et j'espère que c'est la dernière fois qu'on a une telle situation, mais je rêve en couleur peut-être. Israël a toujours été pris dans des situations où on l'a accusé d'exaction. Et jusqu'au moment où on se parle, il n'y a jamais eu d'accusation sérieuse contre les dirigeants. Et pourquoi aujourd'hui on croirait qu'il pourrait y avoir des accusations de crimes de guerre, ne serait-ce que ça, contre Israël? Écoutez, il existe des espaces pour ce genre d'enquête et de processus pénaux internationaux. Il y a la Cour pénale internationale. Au niveau de la responsabilité des États et la Cour internationale de justice, ce sont des organes imparfaits et évidemment qui dépendent en bonne partie d'une certaine volonté de coopérer des États. Mais des processus sont en cours pour examiner la situation
en Palestine et en Israël, et on doit pouvoir soutenir ces processus-là, on doit pouvoir leur donner une chance d'aboutir. Et c'est ce qu'on demande notamment au gouvernement canadien, c'est de soutenir les processus qui sont en cours tant à la Cour internationale de justice, qui examine la situation d'occupation prolongée dans le territoire palestinien occupé, que le processus de la Cour pénale internationale qui enquête aussi sur d'éventuels crimes internationaux. Alors, évidemment que oui, ça n'a pas toujours fonctionné par le passé, mais les structures sont là et on doit tout faire pour les soutenir et leur permettre de faire leur travail. Le fait qu'Israël annonce son intention probablement après cette guerre de rester sur place et de réoccuper la bande de Gaza, est-ce que ça n'est pas une situation qui risque d'empêcher toute enquête en ce sens-là? Ça, c'est difficile à dire. Je ne suis pas dans les arcanes du pouvoir du gouvernement d'Israël. Oxfam n'est pas non plus une organisation qui participe au processus politique, aux négociations. Nous, ce qu'on observe, c'est vraiment la situation de la population civile auprès de laquelle on travaille, donc tant dans la bande de Gaza qu'en Cisjordanie. On travaille avec des organisations de la société civile palestinienne et israélienne également. Et ce qui nous importe, c'est que les droits fondamentaux de ces personnes-là soient respectés. Donc ensuite, on appuiera évidemment les processus qui existent pour faire enquête et on demandera au Canada de pousser aussi les parties impliquées à coopérer. Après, c'est difficile de spéculer ce qui se passera avec l'occupation, ce qui se passera avec la collaboration effective des différentes parties impliquées. Mais voilà, on fera tout ce qu'on peut pour encourager cette collaboration et surtout encourager notre gouvernement à être cohérent. Quand il affiche une position qui soutient le droit international humanitaire, il doit ensuite aussi poser des actions qui permettent à ce droit d'être mis en œuvre dans la réalité. Voilà, et vous portez bien votre nom, Céline est en furie, hein? Céline Fury, coordonnatrice humanitaire à Oxfam Québec. Mme Fury, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci à vous pour ce temps. Au revoir. Au revoir. Au revoir.